résumé de la matinale. Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 8h45. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, je voulais vous poser une question, Christophe Castaner. Ces primaires à droite, ces meetings, cette ambiance-là, je voulais vous demander si ça vous démange pas. Mais vous avez répondu à Sonia à l'instant. Vous lui avez dit non, nous sommes un gouvernement qui fait. Nous sommes dans l'action. Nous n'avons pas le temps de se préoccuper de ces choses-là. Donc, je passe tout de suite à la question suivante. Jean-Luc Mélenchon a parlé de son camp comme celui hier du grand changement. Éric Zemmour désigne le sien comme celui de la reconquête, contre le politiquement correct. Si vous deviez définir votre camp, puisque semble-t-il la vie politique est aujourd'hui triangulée autour de ces trois pôles, vous diriez quoi? Le camp d'Emmanuel Macron, c'est le camp de quoi, Christophe Castaner? C'est le camp du progrès, la volonté de faire en sorte qu'on puisse accompagner chaque femme et chaque homme qui connaît une difficulté vers sa propre émancipation. Le fait de sortir les jeunes des quartiers, le fait de combattre les injustices et de ne pas chercher au fond une forme d'égalitarisme, c'est la politique de l'un qui considère que finalement il faut nier les problèmes, ils n'existent pas, il faut juste que tout le monde ait la même chose. J'évoquais à l'instant cette mesure de dire 1000 € pour tous les étudiants et pour tous les lycéens en formation professionnelle. C'est bien, et d'ailleurs sa réalité est tellement éloignée qu'il nous annonce qu'il faut quelques centaines d'ingénieurs. En réalité, on en forme 30 000 aujourd'hui dans notre pays. Et donc, c'est cette dimension-là et l'autre qui, au fond, l'autre camp, vise à une société systématiquement les uns contre les autres. Vous n'avez pas l'air de les prendre au sérieux, en fait, Christophe. Non, mais surtout, vous les tournez un peu en dérision, comme si c'était des gens pas sérieux qui disaient n'importe quoi. Je regrette si mes propos apparaissent comme une forme d'arrogance ou de dérision. Ça n'est pas le cas. Moi, j'ai un vrai respect, d'ailleurs, pour les deux, parce que ils ont une qualité, c'est celle de réinscrire leurs propos dans un contexte philosophico-historique. Et ça, je pense que quand on vise à faire de la politique, c'est bien. Le problème, c'est que l'un et l'autre réécrivent l'histoire en fonction de ce qu'ils veulent lui faire dire. Christophe Castaner, vous avez qualifié Valérie Pécresse, vous l'avez présentée comme une candidate extrême droitisée. Vous avez associé Éric Zemmour à l'extrême droite. Dans la presse de gauche, on associe quelquefois Emmanuel Macron à l'extrême droite. Est-ce qu'on n'abuse pas du concept d'extrême droite dans ce pays pour nommer ses adversaires? Non, mais ce qu'on a pu voir pendant la primaire des LR, c'est qu'au fond, ils ont couru sans cesse derrière Éric Zemmour. Et donc, du coup, le curseur de leur ligne politique s'est très fortement éloigné de cela. Moi, vous savez, j'ai quand même en tête l'histoire du parti Les Républicains. Pourquoi le général de Gaulle établit un mur strict de séparation entre l'extrême droite et la droite qu'il représentait? C'est pour lui faire sanctionner deux fautes. Vous êtes conscient qu'en 58, on accuse le général de Gaulle de fascisme? Non mais attendez, qu'une minorité ait accusé le général de Gaulle de fasciste n'en fait pas un fasciste. François Mitterrand disait ça. Non, mais je redis ce que je viens de vous dire, même si François Mitterrand l'avait dit. Et je pense que la politique peut conduire à des excès. Mais une chose est sûre, c'est et je reviens au général de Gaulle. Pourquoi il crée ce mur? Parce qu'il y a deux fautes. Celle de la collaboration et celle de l'OAS au moment de l'Algérie. Et ce mur, il a toujours tenu. Et on voit quand même dans la primaire des LR que, pour certains, ce mur n'existe plus. Et Éric Ciotti qui tend la main sans cesse, et à Éric Zemmour, et Éric Zemmour qui la lui rend bien, cette main. Hier, il l'a fait acclamer 6 ou 7 fois pendant son meeting. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux droites irréconciliables au sein de la droite, une qui regarde l'extrême droite et une qui est républicaine. Mais vous êtes conscient que des idées qui étaient classées dans les années 90 à droite, la droite républicaine, dont vous parlez, de la droite mainstream, comme diraient les anglo-saxons, ces mêmes idées sont classées aujourd'hui à l'extrême droite. Que s'est-il passé pour qu'elles se déplacent? Moi, j'ai pas cette conscience-là et je considère pas qu'il y ait eu une droitisation de notre pays. Notre pays est très attaché à la question de l'accueil de ceux qui doivent être protégés. On l'a vu au moment de ce qui s'est passé avec l'arrivée des talibans en Afghanistan et les Français étaient les premiers à demander que la France prenne sa part de responsabilité sur ce sujet. Et de la même façon, quand nous faisons des mesures très fortes dans les quartiers comme le dédoublement de classes pour les plus jeunes dans les quartiers REP et REP+, on voit que les Français approuvent cela. Et donc, il ne faudrait pas chercher à mettre les uns et les autres dans des boîtes et considérer que les Français seraient plus à droite ou plus à l'extrême droite. Mais vous ne le faites pas quand vous classez à l'extrême droite vos contradicteurs? C'est pas une manière de diviser le pays? Ah non, mais il y a une différence entre évaluer un discours politique et effectivement parler du contexte politique et de remettre cela dans un contexte socio-historique. Et très clairement, je pense que c'est le cas. Et quand on regarde le référentiel d'Éric Zemmour de cette France nostalgique, on voit bien qu'il a construit un discours, qui est un discours assez ancien quand même, que l'extrême droite a toujours porté en stigmatisant à un moment les juifs. Aujourd'hui, ce sont les musulmans dans son discours. Et ça, c'est un référentiel historique. Ensuite, je vous parle des Français. Et je ne mets pas les Français dans des boîtes. Vous vous êtes présenté à la question de Dimitri Pavlenko, Christophe Castaner, comme
comme le camp du progrès. Mais en quoi, que ce soit Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse, ne veulent-ils pas le progrès pour la France? Hier, Éric Zemmour a parlé d'une reconquête, notamment industrielle. Valérie Pécresse, à quoi qu'on en pense, un programme construit sur ce sujet, y compris Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ne sont-ils pas aussi générateurs de progrès comme vous? Ah non, mais d'abord, je pense qu'aucun n'a peur du progrès. Si ce n'est que Éric Zemmour a une vision du progrès qui remonte à celle des années 50. Vous avez vu son clip de campagne pour lancer sa campagne. Il nous envoie un référentiel qui est un référentiel des années 50-60 d'une France en noir et blanc. Mais vous savez que les jeunes de 20 ans aujourd'hui aimeraient vivre dans les années 80. C'est ce qui ressort de nombreuses enquêtes, justement. Il y a une nostalgie qui est très forte en France. C'est un moteur politique puissant. Il se trouve qu'il y a quelques jours, je planchais sur la question du déclin et la place de la France en déclin. Et donc, je me suis amusé pour préparer cela à regarder l'ensemble des études d'opinion. Et si vous regardez juste l'immédiatement après-guerre, si vous regardez le début des 30 Glorieuses, et si vous regardez aujourd'hui, il y a le même discours du déclin. Oui. Alors moi, j'ai aucune nostalgie des années 60, par exemple, où les hommes aimaient tellement leurs épouses que pour qu'elles ouvrent un compte en banque, il fallait qu'ils donnent l'autorisation. Oui, mais c'était une autre époque. C'était l'époque du bonheur différé. Ça viendra plus tard. On s'enrichira. On est en 2020. C'est plus la même époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une forme d'impatience de ce bonheur qui fait qu'on râle plus fort et plus vite. Mais vous savez, quand on j'interroge plus mes parents, ils sont décédés, mais quand on interroge mes parents, ils ont galéré. Et cette espèce de monde idéal mythifié ne correspond pas à la réalité d'une forme de confort que la société offre aux uns et aux autres dans notre pays, une protection, une juste protection. Alors, vous vous désoliez plutôt de la présence de l'extrême gauche milicienne qui cherche à interdire des meetings, à les empêcher en les agressant. Vous plaidez pour que les candidats puissent tenir leur rassemblement. Je poursuis le raisonnement. Est-ce que ce serait un problème si Éric Zemmour, qui fait environ 15%, 17% dans les sondages, ne parvenait pas à être candidat parce qu'il ne rassemblait pas ses signatures? Oui, je pense que ce serait un problème, je l'ai dit, et ça vaut pour n'importe quel candidat qui représente un courant de pensée dans notre pays. Il se trouve que la Constitution prévoit cela, que c'est notre règle commune et qu'on ne va pas la changer dans la précipitation. Mais effectivement, ce serait un sujet politique et nous devons peut-être nous interroger pour la suite, mais pas pour cette élection-là, sur des modes de proposition des candidats pour éviter que n'importe qui se présente n'importe comment, bénéficie de l'argent public pour faire une campagne. Anonymiser les parrainages, par exemple? Alors c'était le cas il y a quelques années, seulement 500 étaient tirés au sort. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est sur un rythme différent, publie au fur et à mesure les candidatures. Mais en même temps, ce que je constate, c'est qu'il y a à peine un tiers des maires, principalement les maires, qui donnent leur parrainage. Et donc, c'est aussi parce qu'ils ne se retrouvent pas avec l'ensemble de ceux qui se représentent. Christophe Castaner, l'un des sujets, je dis bien l'un des sujets, ce sont quand même les violences qui émaillent soit certains meetings, soit de manière générale les manifestations. Les Français gardent quand même un souvenir contrasté et amer de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a eu des violences, y compris certains disent des violences de la part, et je précise, de certains policiers. Et on peut se demander aujourd'hui pourquoi, par rapport à certains antifas ou délinquants déguisés en noir, il n'y a pas aussi une répression, ou en tous les cas, tout simplement un usage légitime de la force proportionné face à cela. Mais vous savez, pendant la période des Gilets jaunes, effectivement, l'ultra-gauche s'est beaucoup mobilisée. L'ultra-droite, dans un premier temps, on se souvient au moment du saccage de l'Arc de Triomphe, de personnalités identifiées comme d'ultra-droite qui étaient très présentes, et puis elle a été remplacée par l'ultra-gauche. Et je peux vous dire que sous mon autorité, à chaque fois qu'on a pu les interpeller, et d'ailleurs avec Laurent Nunez, on a changé la doctrine de maintien de l'ordre pour interpeller systématiquement, nous l'avons fait et nous devons le faire. Mais effectivement, ces formes de violence qui sont organisées, qui ne sont pas nouvelles, que l'on retrouve depuis le congrès de l'OMC à Seattle dans les années 90, que nous avons constamment dans tous les grands sommets internationaux, sont insupportables parce que dans une démocratie, il faut accepter que d'autres aient des idées que vous ne partagez pas. Ça vous énerve. Je parle pour moi, quand vous êtes en responsabilité politique, la critique vous énerve, la caricature vous énerve, les insultes vous énervent, mais il faut accepter ce jeu-là. Ou sinon, il n'y a plus qu'une pensée qui est autorisée, c'est celle du pouvoir en place, ça ne s'appelle pas une démocratie, c'est une dictature. Christophe Castaner, il y a un thème qui distingue votre camp des autres, si je puis dire. Quand on regarde par exemple ce que la droite ou Marine Le Pen disent aujourd'hui de l'Europe, on sent que il y a un euroscepticisme, mais qui fatigué, avec une Marine Le Pen qui, comme le dit ce matin Jacques Julliard dans les colonnes du Figaro, n'a plus spécialement envie de la quitter. Michel Barnier n'a plus spécialement envie de la défendre. On voit qu'en face, Jean-Luc Mélenchon a un rapport aussi complexe avec l'Union européenne. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'Emmanuel Macron va tenir une grande conférence de presse officielle ce jeudi sur présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Vous considérez qu'aujourd'hui, l'Europe est un thème porteur politiquement, électoralement rentable?
Je vais vous répondre en provoquant un peu, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que l'Europe est nécessaire, qu'elle protège et que nous en avons besoin. De quoi Alors, vous est-ce vous que c'est fichez, porteur Christophe de savoir Castaner? si c'est rentable? Je rebondissais sur votre mot. Politiquement, effectivement, on sent bien qu'il y a une forme de critique et les institutions européennes méritent bien ces critiques. Quand on voit Kafka qui se réinvente chaque jour à Bruxelles, on comprend ces tensions. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment de la crise, et c'est une petite révolution dans le fonctionnement de l'Europe, l'Europe n'a pas hésité, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, à mettre 750 milliards d'euros sur la table pour sauver nos économies, pour faire en sorte que nous puissions redémarrer, et la France redémarre bien aussi pour cela. Il a fallu 14 mois pour que l'argent arrive, quand même. Non. D'abord, non, mais pas 14 mois, parce que il y a déjà de l'argent de l'Europe qui est présent un peu partout. Mais c'est une vraie révolution. Je pense qu'elle est aussi forte que la création de l'euro à ce moment-là, parce que c'est un changement de doctrine. Quand Emmanuel Macron a appelé cela de ses vœux dans le discours de la Sorbonne, beaucoup disaient « Ah, c'est encore un vœu et ça n'arrivera pas ». La réalité, c'est que ça, c'est fait. Donc l'Europe, elle change, mais elle doit être effectivement plus proche des citoyens, moins technocratique, mais surtout les politiques doivent arrêter de théoriser leur propre incompétence en expliquant c'est pas ma faute à moi, c'est celle de l'Europe. Non, l'Europe c'est nous et ce sont aussi nos dirigeants politiques, y compris quand certains sont d'extrême droite et d'autres viennent d'horizons différents. Hier, Bruno Le Maire nous disait au grand rendez-vous qu'il souhaitait implicitement qu'une partie de la droite le rejoigne, cette droite contrastée entre Ciotti et Pécresse, rejoigne la République en marche, rejoigne la majorité. Est-ce que vous considérez qu'une partie de la droite LR en ce moment a vocation à vous rejoindre d'ici la présidentielle? Oui, sans aucun doute. Quand on voit que cette droite des LR aujourd'hui est coupée en deux camps, deux droites irréconciliables. Irréconciliables. Il y a une photo de famille quand même, Christophe. Vous avez envie de voir la photo de famille, vous avez vu qu'elle était déchirée dès hier matin par Eric affirme qu'il veut la victoire de Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, sa place chez vous? Non, mais ça, je sais pas, je ne vais pas vous désigner tel ou tel, mais j'ai vu, par exemple, les deux Guillaume Pelletier et Larrivé montrer hier, dans leurs expressions, deux approches fondamentalement différentes de ce que doit être la droite. Et puis, je vais poser une question simple à ceux qui nous écoutent. Éric Ciotti, avec fierté, nous a annoncé, et ceux qui le connaissent savent que c'était pas une surprise, qu'au premier tour de la présidentielle entre Le Pen et Macron, il n'avait pas choisi et qu'il n'avait pas voté Macron. Il progresse. Bientôt, il nous dira qu'il a voté Marine Le Pen, ce qui ne me surprendrait pas. Vous vous souvenez que je vous avais posé la question entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui vous choisissez? Ça avait provoqué beaucoup de réactions. Alors à l'époque, c'était entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose la question aujourd'hui entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Sont peut-être interchangeables. Vous me feriez la même réponse? Je veux surtout vous dire que ça n'arrivera pas. Bon, mais c'est pas que ça peut arriver. Normalement, vous répondez à tous ces scénarios possibles. Oui, mais on va surtout faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous avez retenu la leçon, vous ne voulez plus y répondre. Et qu'Éric Zemmour ne soit pas au second tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis, il y a assez peu de chance. Merci. Christophe Castaner. Et ben voilà, en cœur.